Jocelyne Desjouis du GAEC de Marsoulette, l'informatique à la ferme, c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette première émission de la rentrée 2023-2024. Et comme nous en avons l'habitude dans cette émission, une nouvelle fois, nous allons tenter de construire et surtout de déconstruire les idées reçues. Aujourd'hui, vous allez découvrir que l'on peut travailler dans le droit et être une femme digitale. Et oui, c'est possible. Et pour nous expliquer cela, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui a un métier passionnant et que je suis vraiment contente d'interviewer aujourd'hui, puisqu'en plus on se connaît très bien, puisque nous animons ensemble un groupe de travail autour de la data, l'usage et particulièrement le droit du numérique. Elle s'appelle Marie Saunier et je suis ravie de la voir à mon micro. Bonjour Marie. Bonjour Magali, ravie d'être là également. Marie, alors on a toujours coutume de commencer cette émission avec la question. Dis-moi, qui es-tu et surtout, en quoi es-tu une femme digitale ? Alors j'ai une cinquantaine d'années, j'ai 50 ans pour être tout à fait précise. Je suis avocat au barreau de Montpellier depuis 25 ans maintenant et spécialisée en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies et donc notamment du numérique. Et donc j'ai un cabinet de 4 personnes, 4 femmes, on est 4 nanas dans ma structure, 3 avocats et une assistante. Et donc j'ai construit ma structure il y a 8 ans maintenant. Alors explique-moi un petit peu comment on fait pour devenir avocat en droit du numérique alors que finalement le mot n'existait pas vraiment lorsque nous étions jeunes toutes les deux et que nous avons fait nos études. Oui, c'est vrai que les premiers logiciels ont été développés dans les années 70 et on a commencé à se préoccuper de traiter ça juridiquement dans les années 80-90. Moi en 90, je passais le bac, donc j'étais encore loin de toutes ces notions-là. Et j'ai eu un parcours un petit peu particulier pour arriver à ce métier que j'adore et que je ne regrette absolument pas de faire. J'ai commencé après mon bac par faire une prépa école de commerce. Puis j'ai intégré une école de commerce assez prestigieuse, que je trouve assez prestigieuse, qui s'appelle l'EDEC. Et une fois que j'ai fini l'EDEC, je me suis aperçue que j'avais eu des profs de droit absolument géniaux et que finalement, c'était la matière juridique qui m'intéressait davantage. Et j'ai expliqué à mes parents que je voulais continuer avec des études de droit. Donc c'est vrai que pour l'époque, c'était assez particulier. Maintenant, il y a beaucoup de double formation, mais à l'époque, j'étais un peu un électron libre à vouloir partir à la fac de droit. Et donc, j'ai fait la faculté de droit de Montpellier. J'ai eu un diplôme de 3e cycle et le concours d'avocat. Et puis là, il a fallu que je trouve une collaboration. Quand on est jeune avocat, on s'installe dans un cabinet. Et j'avais une formation plutôt généraliste en droit des affaires. Et à ce moment-là, j'avais un stage à Paris dans un cabinet qui m'avait proposé de m'embaucher pour faire du droit des sociétés. Et j'ai rencontré mon mari à ce moment-là, qui lui était avocat plutôt généraliste à Montpellier et qui voulait absolument rester dans le sud. Et finalement, on a transigé, donc on a décidé de rester à Montpellier tous les deux. Et j'ai un peu par hasard trouvé une collaboration dans un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle et droit du numérique. Donc je me suis spécialisée dans cette matière-là, un peu sur le tas et un peu grâce au hasard de la vie. Et puis alors un beau jour, c'est le grand saut. Tu décides d'ouvrir ton propre cabinet d'avocat. Tu nous racontes ? Oui, alors je suis restée, j'ai eu 3 étapes dans ma carrière professionnelle. Je suis restée 12 ans dans le cabinet spécialisé dans lequel j'ai commencé à travailler. Et puis au bout de 12 ans, je voulais un petit peu évoluer. J'ai eu une opportunité d'aller travailler dans un cabinet anglo-saxon. Donc là, je suis passée de la petite structure familiale très spécialisée à la World Company, à l'américaine, où je suis restée 5 ans.
Et j'ai vraiment adoré travailler là-bas. J'ai beaucoup travaillé en anglais, ce qui m'a beaucoup aidé dans cette matière-là. Et puis effectivement, au bout de 5 ans, j'ai décidé de faire le grand saut. Donc j'ai dit à mon mari, je compte sur toi parce que là, je me jette dans le grand bain. Il va falloir gérer le quotidien et puis les finances si jamais ça marche pas. Et effectivement, ça a plutôt bien fonctionné. Les clients ont plutôt suivi. Les confrères aussi m'ont fait confiance et m'envoient régulièrement des dossiers. Et donc, j'ai ma petite structure à moi, ma petite entreprise qui fait son petit bonhomme de chemin depuis 8 ans maintenant. Alors, je sais que tu as ta petite structure, mais qu'il faut évidemment faire un peu la différence aussi dans ce métier. Hein. Et alors, c'est quoi, toi, ta spécialité, ton petit truc en plus ? Alors, ma spécialité juridique, c'est vraiment la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies. Je combine les deux, alors que beaucoup de cabinets font soit la propriété intellectuelle, soit des nouvelles technologies. Mais moi, je considère que les deux sont liés et qu'il faut interagir sur les deux. Je pense que ma spécificité aussi, c'est que je fais tout autant du conseil que du contentieux. Et effectivement, on est beaucoup plus à l'aise pour rédiger un contrat, qu'on sait comment ça se passe ensuite quand on va plaider devant un juge quand il y a un litige sur un contrat. Et peut-être que mon autre spécificité, c'est que j'ai un cabinet qui est à taille humaine et qui du coup est assez agile. Et bon, on est peut-être plus réactif que des grosses structures et plus souple dans la gestion quotidienne des dossiers. Alors, c'est assez perturbant quand on se dit qu'on a fait des études assez généralistes et pas forcément hyper tech, de se retrouver à défendre des dossiers qui, eux, potentiellement peuvent être super tech. Alors, dis-moi, comment on fait justement pour défendre des dossiers qui sont dits tech, hein, alors tech, c'est technologique pour ceux qui nous écoutent, lorsque finalement, on n'a pas eu un parcours tech dans nos études ? Ça demande beaucoup de collaboration avec les clients. Moi, je passe beaucoup de temps. J'adore aller chez les clients, voir comment ils fonctionnent, qu'ils m'expliquent comment ils ont développé leur programme informatique, comment ils gèrent leur emploi, leurs travaux de R&D. Et c'est vrai que dans des dossiers dans lesquels des brevets d'invention sont en cause, je travaille souvent en collaboration avec des conseils en brevet qui, eux, sont des ingénieurs et qui m'apportent toutes les explications techniques dont j'ai besoin. Parce qu'après, si je dois aller plaider le dossier, il faut que je sois en capacité moi-même d'expliquer au juge tous ces éléments techniques. Donc si je ne les comprends pas, ça ne peut pas fonctionner. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir une appétence et une certaine Bien passion sûr. pour les nouvelles technologies, mais alors encore plus aujourd'hui, ce monde digital, l'intelligence artificielle, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, parmi tes clients, il doit y avoir aussi des clients qui protègent des algorithmes, ou en tout cas des technologies qui se basent sur l'IA. Oui, bien sûr, et c'est ça qui fait la richesse de ce métier, c'est que c'est un métier par certains côtés extrêmement spécialisé et par d'autres côtés tellement créatif et tellement innovant qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours des nouvelles choses. Alors justement, c'est vrai que tu me passes la question très bien. Alors je pose rarement cette question parce que j'aime pas trop, moi, la question « raconte-moi ta journée type », etc. Je trouve que ça n'a pas forcément de sens parce que souvent les journées sont pas les mêmes. Mais toi, on a envie de savoir justement ton quotidien. Comment tu l'appliques concrètement, ce droit du numérique ? Par exemple, j'imagine, j'invente, je suis un éditeur et je veux protéger peut-être une fonctionnalité innovante de mon logiciel. Comment tu procèdes ? Et une autre question, mais en parallèle, et si j'ai un concurrent qui me vole mon innovation, justement, comment tu peux m'aider ? Alors généralement, quand je commence à travailler avec un client, moi je trouve que le rapport avec le client est un rapport de confiance et que c'est bien de se voir au moins une fois au début. Alors ça peut être en visio ou en présentiel pour qu'il m'explique comment il fonctionne, quelles sont ses problématiques et après je lui fais une sorte de lettre de route, de feuille de route pour lui expliquer comment je peux l'aider pour protéger ses nouvelles créations et comment je peux l'aider à se défendre si un jour il vient à être copié. Donc j'ai vraiment ce rôle d'accompagnement et plus les clients viennent tôt, mieux c'est et plus on est efficace. Et plus je suis impliquée tôt même dans le développement parce qu'il peut se poser des problèmes par rapport à des droits de salariés qui aident au développement dans une entreprise, par rapport à des droits de tiers qu'on ferait intervenir. Donc plus on gère le problème tôt, enfin le problème ou le projet plutôt tôt, plus c'est efficace. Donc si moi demain je vais déposer un brevet, même limite presque dès que j'ai l'idée, c'est bien de venir voir des avocats comme toi, de venir te voir et évidemment on est sous le secret professionnel. Ah oui, et d'autant plus en matière de brevet qu'un brevet d'invention ne peut être déposé que si l'invention n'a pas été divulguée avant le dépôt. Donc la préservation du secret est un des éléments clés de la protection de la propriété intellectuelle de manière générale.
Alors, on va passer là plutôt sur l'histoire de Marie. Pour connaître moi-même des avocats, je sais que c'est un métier extrêmement passionnant, mais qui également prend beaucoup, beaucoup de temps et il peut être parfois d'ailleurs envahissant. Donc, comment fais-tu pour gérer cet équilibre vie pro, vie perso, être une maman accomplie et à la fois diriger en effet ton propre cabinet d'avocat? Est-ce que c'est facile, difficile ? Alors c'est un métier qui est difficile et prenant parce que c'est un métier de combat. En tout cas, quand on fait du judiciaire, il faut apprendre à se battre et pas avoir peur d'aller au front. C'est un métier qui est intense parce qu'on a souvent des urgences, quand il y a des délais de procédure ou parfois quand on a des clients qui me disent j'ai un projet qui doit commencer demain, il faut faire le contrat pendant la nuit, on le fait. Donc c'est vrai que c'est assez contraignant. En même temps, j'arrive à le gérer parce que j'adore mon métier et ce que je fais me passionne. Et il est vrai que c'est pas forcément évident de concilier avec une vie de famille. Moi, j'ai 2 enfants qui maintenant sont grands. J'ai un fils qui a 20 ans qui est en école d'ingénieur à Paris. Donc, il m'explique de temps en temps certaines choses techniques lorsque je ne les comprends pas. Et j'ai une fille qui a 16 ans, qui est encore à la maison et qui a besoin de moi aussi, même si elle commence à être grande et autonome. Je pense qu'on a réussi quand même à trouver un équilibre et même si je travaille beaucoup et que je n'ai pas forcément beaucoup de temps avec eux, je leur ai donné, je pense, l'amour du travail et le bonheur qu'il y a à faire un métier que l'on aime. Et j'espère au moins avoir réussi à leur transmettre cela. Oui, et puis tu nous disais tout à l'heure que finalement, tu as eu aussi le soutien de ton mari, qui fait aussi le même métier que toi, mais qui t'a en tout cas soutenu et accompagné dans la création de ton propre cabinet. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes spécialités, mais on a quand même les mêmes contraintes de métier. Donc si un soir je rentre tard, il comprend, il sait que c'est pas pour de mauvaises raisons, mais que là j'ai eu une urgence et réciproquement quand il lui arrive la même chose, je comprends. Donc je pense que ça a quand même beaucoup contribué à l'équilibre du couple, même si parfois même à la maison, on rentre dans notre rôle d'avocat. La dernière fois, on s'est plaidé la sauce salade où lui voulait mettre de l'huile d'olive, moi je voulais mettre de l'huile de sésame et on a plaidé le truc jusqu'au moment où les enfants nous ont dit « mais vous êtes dingue !» Donc, voilà. Donc ça contamine forcément notre quotidien, mais on arrive à le gérer sans problème. Ah ouais, c'est passionnant. Alors, du coup, ça amène aussi à une question. On est toujours dans les préjugés autour des métiers avocats, juges, etc. On est dans un préjugé aujourd'hui culturel de dire l'équilibre homme-femme, est-ce qu'il est vraiment respecté ? On a cette vision un peu patriarcale autour du droit. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que non, c'est plus facile aujourd'hui ? Est-ce que toi en plus tu as un cabinet entièrement de femmes avocats. Donc, raconte-nous un petit peu, justement, homme-femme dans ton métier. Alors, j'ai eu des garçons collaborateurs. Je n'ai pas travaillé qu'avec des femmes. Ce sont les hasards de la vie qui font que là, on est un cabinet de filles. Au niveau de la profession d'avocat, je pense qu'on est plus en majorité de femmes maintenant. Je pense qu'on a basculé il y a à peu près une dizaine d'années, en tout cas au barreau de Montpellier, où il y a plus de femmes que d'hommes. Et toutes les professions juridiques, de manière générale, se sont aussi largement féminisées. Et chaque fois que je vais plaider, maintenant, 90% des juges, des magistrats sont des femmes. Donc, on n'a pas trop de problèmes de mixité dans le métier d'avocat de manière générale. Peut-être un peu plus dans les avocats spécialisés en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, du fait précisément de la dimension technique et de l'origine un peu masculine de ce métier, encore que les choses évoluent quand même de manière assez significative et plutôt dans le bon sens. Merci Marie. Alors, on termine souvent l'émission en posant la question que dirais-tu pour encourager les femmes, les jeunes femmes qui nous écoutent, à justement, pourquoi pas se lancer dans une carrière comme la tienne ? C'est un métier qui est passionnant. Il ne faut pas croire qu'il est inaccessible parce que même s'il est technique, au contraire, c'est ce qui fait la richesse de ce métier. Donc, il ne faut pas hésiter à se jeter dans l'eau du bain. Il ne faut pas hésiter non plus à aller en province parce que c'est un métier tellement spécialisé que beaucoup de gens considèrent que c'est un métier exclusivement parisien. Et en fait, il y a de très beaux cabinets en province qui sont spécialisés là-dedans et on a des talents et des qualités tout aussi équivalentes à des grosses structures de la capitale. Donc, plongez et rentrez dans ce monde fabuleux du droit du numérique, je vous y encourage vivement. Un grand merci à Marie pour ton témoignage.
On se rend compte que le droit est un axe essentiel finalement d'encadrement et de régulation dans un monde qui se digitalise à vitesse grand V. C'est un métier passionnant qui demande engagement, curiosité et renouvellement. C'était Marie Saunier au micro de notre émission Les Femmes Digitales. Un échange comme on les aime, authentique, juste et inspirant. Merci beaucoup Marie pour ta venue. Merci Magali, bonne journée. Bonne journée. Et on se quittera sur le mantra de notre émission, le numérique. Une opportunité pour les femmes. Les femmes. Une opportunité pour le numérique. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Oh, mais la bonne nouvelle, c'est que je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur le site de Campus FM et les plateformes de streaming. Et je vous dis surtout à très très vite pour une nouvelle émission thématique à ne surtout pas manquer.